Malo mori quam fuedari. Je préfère mourir qu'être déshonoré. Telle est la devise d'Anne de Bretagne, brillante duchesse, habile négociatrice et redoutable esprit politique dont la destinée singulière la conduit au sommet de l'État et la consacre 2 fois reine de France. Anne de Bretagne, si on veut être honnête, on a très peu de choses, peu de témoignages directs, essentiellement une image, là encore iconographique ou littéraire, mais excessivement élogieuse, faisant d'elle une nouvelle vierge, une reine de vertu, une très française reine de France. Après la terrible guerre de 100 ans, achevée en 1453, qui a divisé les allégeances en opposant la France des Valois à sa grande rivale l'Angleterre, gouvernée par les Plantagenets, plusieurs princes d'Europe rêvent désormais d'annexer la précieuse Bretagne, enjeu stratégique majeur dans l'équilibre des pouvoirs. Le futur mariage de la petite duchesse héritière devient donc le centre de toutes les attentions et de tous les calculs politiques. Elle ne ménage pas ses efforts pour conserver l'autonomie de son duché. Ce n'est qu'au terme de la guerre folle, en 1488, puis d'un conflit sanglant opposant l'insoumise duchesse à l'autorité du roi de France, qu'Anne de Bretagne finit par se résoudre à l'impensable, épouser son ennemi intime, Charles VIII, en 1491. Devenue veuve sans avoir pu donner d'héritier mâle à la couronne, et conformément à son premier contrat de mariage, Anne de Bretagne est obligée d'épouser en 1499 le successeur du défunt roi, Louis II d'Orléans. Ce dernier, ancien allié de la guerre folle, accède au trône sous le nom de Louis XII et permet à son épouse de le seconder dans l'exercice du pouvoir. Mais ça prouve aussi l'importance politique qu'elle avait en tant qu'héritière du duché de Bretagne. Mécène et femme d'esprit, Anne tient une cour brillante et installe les femmes dans de hautes fonctions d'ordinaire réservées aux hommes. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514. Elle transmet son héritage breton à sa fille Claude, mariée au fougueux François Ier, qui va sceller en 1532 l'irrémédiable fin de l'indépendance de la péninsule. Anne de Bretagne naît le 25 janvier 1477 au château de Nantes. Fille de Marguerite de Foix et du duc François II de Bretagne, elle est l'héritière d'une prestigieuse lignée qui règne sur le duché depuis 1365. Après avoir résisté aux invasions vikings et franques, les Bretons construisent un véritable État, dont les frontières s'étendent de la Vendée au Cotentin, depuis le règne de Nominoé, leur tout premier souverain. En 939, le royaume devient un duché souverain et indépendant, dont l'importance géostratégique suscite autant les convoitises de la France que celles de son ennemi juré, l'Angleterre. En pleine guerre de 100 ans, de 1337 à 1453, les deux puissances rivales vont chercher à imposer leur hégémonie sur la péninsule, en favorisant la candidature de leurs proches à la couronne ducale. En 1341, la mort du duc Jean III, sans postérité, plonge le duché de Bretagne, vassal du roi de France, dans une sombre guerre de succession. Deux familles rivales, les Penthièvre et les Montfort, se disputent alors l'héritage pendant près de 23 ans. Charles de Blois, époux de Jeanne de Penthièvre, et Jean de Montfort revendiquent tous deux la succession. Dans un climat de guerre franco-anglaise extrêmement tendu, chacun se hâte de nouer des alliances pour parvenir à ses fins. Jean de Montfort s'empresse de prêter l'hommage lige au roi d'Angleterre, Édouard III. Ce dernier s'est autoproclamé roi de France, en vertu de sa filiation avec le défunt roi Philippe IV le Bel, dont il est le petit-fils par sa mère, Isabelle de France. Il considère donc le Valois Philippe VI, issu de la branche cadette de la dynastie capétienne au pouvoir depuis 1328, comme un usurpateur. Charles de Blois choisit quant à lui le camp des Français. Il se rallie ainsi au roi Philippe VI,
qui n'est autre que son oncle. La victoire anglaise à Auray en 1364 met un terme à la guerre de succession de Bretagne et permet la signature du premier traité de Guérande, le 12 avril 1365. Jean de Montfort est alors reconnu comme l'héritier légitime du duché de Bretagne, sous le nom de Jean IV. Aussitôt, le duc s'allie avec l'Angleterre. Afin d'éviter tout nouveau conflit de succession, le traité prévoit la transmission du duché d'héritier mâle à héritier mâle dans la famille de Montfort. Et en cas d'absence de descendance, il devra passer au mâle de la maison de Penthièvre. À défaut d'héritier mâle des deux côtés, le gouvernement du duché sera alors dévolu aux femmes. François II de Bretagne, petit-fils de Jean IV, accède à la couronne ducale en 1458. Anglophile comme ses prédécesseurs, il s'emploie à maintenir l'indépendance de la Bretagne vis-à-vis des grandes puissances qui la convoitent, en particulier la France. Le duc n'ayant pas eu de fils, la perspective du mariage de sa fille aînée Anne devient rapidement l'objet de toutes les convoitises. La petite duchesse est éduquée pour gouverner, car contrairement aux princesses de France, soigneusement tenues à l'écart des affaires du royaume, la loi salique n'existe pas en Bretagne. Destinée à devenir une tête politique, prête à se battre pour les intérêts bretons, Anne est initiée par les plus brillants conseillers de son père et assiste aux séances du conseil ducal. La Bretagne est un pays grâce à sa langue et ses coutumes. Elle jouit d'une organisation comparable à celle de la France, possède son armée, son clergé, son parlement et sa propre chancellerie. Sous la houlette du chancelier, dont le rôle est comparable à celui d'un principal ministre, la chancellerie est l'institution centrale qui régit l'administration du duché. Face à l'autoritarisme du nouveau roi de France, Louis XI, François II va prendre part à nombre de soulèvements qui vont le conduire à signer des traités désavantageux pour la Bretagne. Louis XI règne sur la France de 1461 à 1483. Celui qu'on surnomme le prudent ou l'araignée gouverne par la ruse autant que par les armes. Un programme politique qu'il assume pleinement par ses mots à valeur de précepte: qui ne sait dissimuler ne sait pas régner. Il s'attache à manipuler, tantôt en achetant, en séduisant, tantôt en menaçant et en brutalisant. Ce grand pragmatique ne croit pas à l'efficacité de la plume et du pinceau pour tenir les hommes, pour tenir les esprits. Pour lui, ce qui importe, c'est de tenir les corps, et pour ça, rien ne vaut l'or et le fer des armes. On achète, on conquiert, on menace, on soumet. Ce sont les fondements de sa politique. Il hérite d'un royaume exsangue, à l'économie dévastée, épuisé par la guerre de 100 ans et les pillages successifs. On a parlé d'un fourbe, d'un intrigant, d'un personnage extrêmement cruel. En réalité, ce portrait est sans doute à nuancer. C'est quelqu'un qui a fait l'apprentissage du métier de roi de façon assez longue dans les missions que lui avait confié son père Charles VII. Il a régné sur le Dauphiné. C'était un personnage qui avait appris l'art de gouverner et qui effectivement était certainement froid, dur, mais c'était un grand capitaine. Louis XI lutte pour unifier les provinces, agrandir et organiser le royaume, condition nécessaire à un développement économique rapide.
Il entend pour cela mettre au pas le clergé et les grands féodaux pour annexer les duchés autonomes et rebelles à son royaume. Il s'acharne à combattre Charles le Téméraire, puissant duc de Bourgogne, dans une guerre sans merci qui va rapporter à la France la Bourgogne, l'Artois et la Picardie. L'acquisition du Roussillon, du Maine-Anjou et de la Provence relève de cette fameuse politique, toujours aussi fine qu'efficace, qui reste l'apanage de l'habile souverain. Louis XI tisse la toile France, qui à la fin de son règne ressemble déjà beaucoup à la carte de la France actuelle. En 1465, la Ligue du bien public unit le frère du roi, Charles de France, aux princes des maisons de Bretagne, d'Anjou, d'Albret, d'Armagnac et de Bourbon, qui entendent préserver leurs prérogatives face au pouvoir grandissant de Louis XI. Le 16 juillet 1465, les armées rivales s'affrontent à Montlhéry, sans désigner véritablement de vainqueur. Pourtant, Louis XI préfère négocier. Cette guerre se solde par le traité de Conflans, le 5 octobre 1465, qui cède le duché de Normandie en apanage à Charles de France. Mais l'ombrageux Louis XI ne pardonne pas à François II d'avoir bafoué son autorité. À l'automne 1467, il fait ravager les marches de Bretagne. Le chancelier Guillaume Chauvin signe la capitulation du duché à Ancenis le 10 septembre 1468. Ce traité oblige le duc à rompre l'alliance avec l'Angleterre et Charles le Téméraire. Pourtant, dès 1472, François II, qui souhaite maintenir l'indépendance du duché de Bretagne, se soulève de nouveau contre le roi de France. Abandonné par ses alliés anglais et bourguignons, il est contraint de signer la paix de Senlis, le 9 octobre 1475, qui resserre les liens entre la France et la Bretagne. François II fait allégeance au roi Louis XI et s'engage désormais à le soutenir dans ses guerres. Il laisse un royaume puissant, redouté de ses voisins, un royaume où, à l'intérieur, l'autorité royale est très forte et incontestée, toute opposition aristocratique a été brisée, mais il laisse aussi un royaume souffrant, car ses résultats spectaculaires ont été atteints au prix d'une flambée des impôts, qui écrase les Français alors même que les dernières années du règne sont marquées par une succession de calamités naturelles et d'épidémies. En définitive, on peut dire que le roi Louis XI laisse une France grande et des Français malheureux. Charles VIII naît le 30 juin 1470 au château d'Amboise. Il est le seul fils du roi Louis XI et de la reine Charlotte de Savoie. Il a cependant deux sœurs plus âgées, Jeanne de France et Anne de France, qui vont elles aussi jouer un rôle très particulier selon la volonté du roi. Quand le futur Charles VIII voit le jour, son père, son papa Louis XI, est déjà un vieux monsieur et sa maman est une vieille dame, Charlotte de Savoie. Parce que cet enfant naît au bout de 34 ans de mariage. Louis XI, qui se soucie enfin de son fils au terme de sa vie, va l'instruire et l'utiliser à des fins politiques au gré de promesses de mariage qui n'aboutiront pas.
Il était de santé fragile, Louis XI qui veillait sur lui comme sur la prunelle de ses yeux, évidemment, car c'était l'héritier de la couronne de cette France qu'il avait forgée, Louis XI, patiemment, lentement, sans faire de guerre, ou très peu. Eh bien, il lui dit non, n'apprends pas le latin, ça sert à rien, repose-toi, veille sur ta santé, et Charles VIII va vivre et va régner. Le 30 mai 1484, Charles VIII est armé chevalier et couronné roi de France en la cathédrale de Reims, avec tous les honneurs et apparats qui conviennent à un grand personnage d'Europe. Mais Charles est encore trop jeune pour gouverner seul. Avant de mourir, le 30 août 1483, Louis XI désigne sa fille, Anne de France, plus connue sous le nom d'Anne de Beaujeu, pour veiller sur le jeune Charles VIII et conduire avec lui les affaires du royaume. Il devient roi très jeune, à 13 ans, et il est complètement sous tutelle de la régente désignée par Louis XI, avalisée par les États généraux, qui est Anne de Beaujeu. Anne de France, dame de Beaujeu, c'est la fille aînée survivante de Louis XI. Comme lui, c'est une tête politique, et elle va, avec son mari Pierre de Bourbon, le sire de Beaujeu, dont le rôle politique a été sous-estimé par beaucoup d'historiens, prendre la tête du parti des héritiers politiques de Louis XI. Elle va s'attacher à maintenir l'œuvre de son père. La fille en laquelle Louis XI a une parfaite confiance et à laquelle il voue une admiration sans borne va donc assurer une régence plutôt brillante, de 1483 à 1491. Mais la haute noblesse conteste la légitimité de cette gouvernance. Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, est le successeur de Charles VIII si celui-ci décède ou s'il n'a pas d'héritier mâle. De surcroît, il est marié à l'une des filles de Louis XI, Jeanne de France, surnommée l'Estropié. Ce mariage très politique est initié par le rusé roi défunt pour intégrer le duché d'Orléans au royaume de France. Le nom Orléans est donné à la branche cadette. Ils sont à la fois descendants des Capétiens, apparentés à la branche régnante et considérés quand même comme des rivaux dangereux par cette branche régnante. En 1476, alors que Louis n'a que 14 ans, le roi fait célébrer cette union et, croyant sa fille stérile, il pense sceller l'extinction de la branche rivale d'Orléans. Chacun des époux retourne ensuite à ses occupations. Louis mène bientôt une vie de plaisir et de débauche, tandis que Jeanne se consacre à la prière et aux œuvres charitables. Mais après la mort de Louis XI, Louis II d'Orléans a d'autres ambitions. Le parti aristocratique redresse aussitôt la tête et s'unit autour du jeune duc d'Orléans, Louis d'Orléans, qui va revendiquer pour lui-même la tutelle du roi et le gouvernement du royaume. Comme il n'arrive pas à l'obtenir, il va leur réclamer la convocation des États généraux pour trancher cette question politique de première importance. Et comme nous sommes à ce moment dans un contexte de réaction inévitable après l'autoritarisme du règne précédent, les Beaujeu sont obligés d'accepter. Mais ils vont prendre un certain nombre de précautions, et en particulier pour la première fois, on va organiser de véritables élections pour envoyer des députés. Et les Beaujeu vont s'arranger pour qu'un bon nombre de ces députés soient des officiers royaux attachés à l'État royal, à l'œuvre du défunt roi et à leur service. Anne enlève l'adhésion des États généraux réunis à Tours en 1484 à l'initiative de Louis II d'Orléans. Usant de compromis, elle confie à ce dernier la présidence du Conseil royal en imposant une présence constante d'elle et de son mari, Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon, auprès de Charles VIII. Louis ne tarde pas à comprendre la supercherie et entre en rébellion, entraînant avec lui quelques grands du royaume. Il se réfugie chez le duc François II de Bretagne, déclenchant un conflit qui va porter le nom de guerre folle. En 1484, la Bretagne se retrouve de nouveau au centre d'un conflit de succession.
alors que le traité de Guérande, signé en 1365, devait en principe éviter toute ambiguïté. Un problème inédit se pose à la fin du règne de François II. Le duc n'a que 2 filles, Anne et Isabeau, et les descendants Penthièvre sont également des femmes. Le roi de France, Charles VIII, fait alors jouer ses droits sur le duché. En effet, en 1480, son père, le rusé roi Louis XI, a pris le soin de racheter les droits de succession de la comtesse de Penthièvre. En 1484, par un traité signé à Montargis, 5 seigneurs bretons se retournent contre François II et reconnaissent Charles VIII comme l'héritier légitime de Bretagne. 2 camps s'opposent donc pour la succession à la couronne ducale. L'un favorable au duc François II et l'autre au roi de France. François II s'empresse alors de faire reconnaître sa fille Anne, déjà titrée duchesse, par les États de Bretagne et de la promettre au prince Édouard, fils du roi d'Angleterre. Le contexte demeure donc explosif entre la France et son indomptable vassal breton. Anne de Beaujeu perçoit alors dans le soutien du duc François II au rebelle Louis II d'Orléans l'occasion rêvée de réaliser une subtile opération d'agrandissement du royaume de France. La guerre folle, qui comprendra plusieurs épisodes au fil des années 1480 et qui fait écho à la guerre du bien public sous Louis XI, est une tentative de l'opposition aristocratique pour prendre par les armes le contrôle du royaume et de la personne royale. C'est l'expression d'un chroniqueur qui parle d'une guerre, en fait, une guerre sans espoir, parce que c'est toujours la même histoire qui recommence. Ce sont les grands féodaux qui s'opposent au pouvoir royal, comme on l'a vu avec Louis XI au moment de la praguerie, comme on le reverra après avec la Fronde sous Louis XIV, et à beaucoup d'autres moments de l'histoire. L'armée royale, commandée par Louis II de la Trémoille, s'oppose à l'armée bretonne du maréchal de Rieux. Au printemps 1487, les Français occupent Ancenis et Châteaubriand. Ils marchent ensuite sur Ploërmel, puis sur Vannes, contraignant François II à se replier à Nantes. Après 7 semaines de siège, les Bretons parviennent à repousser le roi. Les hostilités reprennent de plus belle au printemps 1488. En mai, Charles VIII contrôle la frontière entre la Bretagne et l'Anjou, de Châteaubriand au Loroux-Bottereau. La Trémoille entend verrouiller le nord de la Bretagne, conduisant une armée de 15 000 hommes vers Fougères. L'artillerie foudroie la ville, qui capitule le 19 juillet 1488. C'est à 20 km de là, le 28 juillet 1488, dans la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, que se déroule la grande bataille de la guerre folle. Malgré l'héroïsme de l'armée bretonne qui conserve l'avantage au début du conflit, Louis II d'Orléans et les féodaux rebelles sont faits prisonniers. François II est vaincu. Il est contraint de signer le traité du Verger les 19 et 20 août 1488 qui confirme la suprématie de la France sur la Bretagne. Le duc doit l'hommage lige au roi de France et laisse 4 places fortes en garantie: Saint-Aubin-du-Cormier, Dinan, Fougères et Saint-Malo. Une clause stipule aussi qu'il ne pourra marier ses filles sans le consentement de Charles VIII. Anne de Beaujeu, soucieuse du devenir du puissant duché de Bretagne, veut que cessent les relations commerciales et stratégiques que la péninsule entretient depuis toujours avec l'Angleterre. Elle attend patiemment le moment propice qui ne tarde pas à survenir. À la mort du duc de Bretagne, le 9 septembre 1488, sa fille Anne devient officiellement duchesse. Elle porte donc en elle l'avenir du très convoité duché et va s'employer à préserver l'œuvre d'autonomie de ses prédécesseurs. Afin d'obtenir le soutien militaire de l'Empire, elle épouse Maximilien d'Autriche par procuration le 19 décembre 1490, sans le consentement du roi de France.
Cet acte sonne comme une violation du traité du Verger. Et la régente Anne de Beaujeu ne compte pas en rester là. Et elle va décider de tout à tel point même qu'elle va lever des armées pour aller jusqu'à Rennes, pour s'emparer de Rennes avec le petit Charles VIII. La régente fait immédiatement marcher ses troupes sur la Bretagne. La duchesse sait qu'elle n'a pas les moyens de résister à l'armée royale et elle va devoir se résoudre à l'impensable. Finalement, la seule option vraiment viable, la plus satisfaisante pour les intérêts du royaume de France, c'est que la duchesse Anne épouse Charles VIII lui-même. Mais ça pose des problèmes parce que Charles VIII est censé être marié à Marguerite de Bourgogne. Anne de France, la dame de Beaujeu, est elle-même réticente face à cette solution parce qu'elle avait été partisan du mariage avec Marguerite de Bourgogne. Mais elle finit par se plier à la raison d'État et par déclarer elle-même que c'est la meilleure solution pour pacifier le royaume. Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne épouse officiellement Charles VIII au château de Langeais. Les injonctions de l'Autriche auprès de la papauté restent vaines et Innocent VIII valide, sans rechigner, en l'antidatant, l'union du roi de France et de la duchesse de Bretagne. C'est le jour du mariage que la finesse politique et la vision à long terme d'Anne de Beaujeu atteignent des sommets. Elle fait ajouter au contrat de mariage une clause d'importance capitale. En cas d'absence d'héritier mâle, la duchesse de Bretagne ne pourra se remarier qu'avec le successeur du roi de France. Par ce traité très dur pour la duchesse, elle doit céder à Charles VIII les droits qu'elle tient de son père sur le duché de Bretagne. Elle devient reine de France, mais elle perd le titre de duchesse de Bretagne, elle perd l'administration du duché. Elle continue, elle, à posséder la Bretagne, et lui, Charles VIII, est un petit peu, pour la Bretagne, le prince consort, en quelque sorte, mais il n'est pas duc, ni roi de Bretagne, ni quoi que ce soit. Et elle doit accepter, au cas où son mari mourrait le premier sans héritier, de n'épouser aucun autre que le futur roi de France. Les clauses de ce contrat de mariage sont vraiment destinées à s'assurer que la Bretagne, quoi qu'il advienne, n'échappera plus à la couronne de France. Et elle va d'ailleurs, après son mariage, quitter la Bretagne pour la cour de France et n'y remettra plus les pieds du vivant de son mari. Anne de Bretagne est sacrée à Saint-Denis le 8 février 1492, grand et rarissime honneur pour une reine de France. Duchesse désormais sous tutelle, elle cesse d'administrer ses États. Elle pèse pourtant de toute son autorité, en obtenant que ses officiers soient maintenus dans leurs charges. Le roi de France s'engage aussi publiquement à respecter les coutumes et les libertés bretonnes en matière d'impôts et de justice. La reine tient une cour brillante et installe les femmes dans de hautes fonctions d'ordinaire réservées aux hommes. Elle seconde efficacement son époux, parti guerroyer en Italie, en 1494, dans l'espoir de se tailler un royaume à Naples. Dans l'héritage de son père, Louis XI, Charles VIII trouve les biens du bon roi René d'Anjou. Et René d'Anjou avait eu, par une tante, Jeanne de Naples, avait le royaume de Naples en héritage. Alors Charles VIII dit, c'est très bien, ce royaume de Naples m'appartient et je vais aller le chercher. Et il se lance dans cette première campagne militaire vers l'Italie, parce que l'Italie, il va le découvrir, est un pays richissime, merveilleux, couvert de monuments fantastiques, plein d'artistes brillantissime. En partant en Italie pour récupérer son royaume de Naples, Charles VIII va quand même ouvrir la porte à 50 années de guerre franco-italienne. Gracié par Charles VIII, Louis II d'Orléans accompagne le roi en Italie. Ses cousins valois du rameau d'Orléans espère alors prendre le contrôle du duché de Milan. Il estime avoir des droits sur ce territoire dans la mesure où sa grand-mère, Valentine Visconti, était la fille de Jean Galéas Visconti, seigneur de Milan, et d'Isabelle de France.
L'Europe, à cette époque, a profondément changé. Pour la France, l'ennemi n'est plus le roi d'Angleterre qui ne possède plus que Calais, mais Maximilien d'Autriche. Les guerres d'Italie marquent ainsi le début de l'affrontement forcené entre Valois et Habsbourg. Ces derniers vont bientôt prendre possession de l'Espagne et tentent d'unifier leur empire en s'emparant de l'Italie. Les Français se trouveraient alors encerclés par la puissance autrichienne. L'Italie, plus prosaïquement, c'est à l'époque le champ clos des rivalités entre les grandes puissances européennes. Il y a en particulier l'Aragon, donc la couronne d'Aragon. Il y a l'Empire germanique, dont l'Italie du Nord fait toujours formellement partie. Et dans ces conditions, le roi de France ne peut pas abandonner la scène italienne sans perdre de son prestige sur la scène européenne. La victoire de Charles VIII et son occupation du sud de l'Italie inquiètent la noblesse et les monarques européens qui décident de réagir. La Ligue de Venise se constitue en 1495 pour faire face aux dangers que représentent aux yeux de ses membres les ambitions de Charles VIII qui vient de conquérir le royaume de Naples. Elle est animée par la République de Venise et comprend également le duché de Milan ainsi que deux acteurs extérieurs à la péninsule italienne qui sont l'empereur et le roi d'Aragon. Cette coalition force Charles VIII à amorcer la retraite française. Le futur Louis XII reste, lui, à Novare. Et hélas, pour lui, il va se trouver encerclé, assiégé, et il va devoir s'enfuir dans des conditions absolument misérables et rentrer en France. Et il repartira plus tard en campagne d'Italie, mais la première campagne, pour lui, c'est mal terminé. Après la défaite de Novare, une victoire miraculeuse à Fornoux lui permet de sauver l'honneur. Cette victoire et le départ du roi ouvrent la voie à la reconquête totale du royaume de Naples sur les Français, qui est parachevée en 1497. Le roi rentre en France, l'esprit encore imprégné de rêves de conquêtes italiennes, et retrouve son épouse. Le rôle principal d'Anne se joue alors sur un tout autre terrain. Elle doit donner un dauphin à la France. La reine accouche le 10 octobre 1492 d'un garçon, Charles Orlan, qui meurt de la rougeole en décembre 1495. Elle perd un autre fils, né avant terme en août 1493, une fille mort-née au printemps 1495, un garçon à 1 mois en 1496 et une dernière fille peu après sa naissance, en mars 1498. Ces drames affligent profondément le couple royal. Charles VIII, dès son retour d'Italie, décide de réformer sa vie privée et de se réfugier dans la prière et la chasteté. Il subit sans nul doute l'influence de son confident, François de Paule, et fait expulser toutes les filles de joie de la cour, aux grandes dames des courtisans. Contrairement à son illustre grand-père, Charles VII, qui était fou d'amour pour la belle Agnès Sorel, il n'a pas imposé de favorite à la cour. Anne, au caractère bien trempé, exclusive, capricieuse et extrêmement pieuse, n'aurait su tolérer cette pratique humiliante. Elle aime le roi sincèrement, sans doute grâce à sa légendaire amabilité et sa grande générosité de cœur. Le 7 avril 1498, Charles VIII est dans son beau et nouveau château d'Amboise et après déjeuner, il rend visite à la reine, Anne de Bretagne, dans ses appartements. La reine vient de perdre un enfant prématuré et le roi, pour lui changer les idées, lui propose de l'emmener voir une partie de jeu de paume dans les fossés du château. En la précédant dans un escalier, il va heurter du front une porte. Il assiste à la partie, mais à la fin de celle-ci, le souverain s'écroule dans les bras de son confesseur. Après 9 heures de coma, entrecoupé de brefs retours de la parole, le roi rend l'âme, plongeant la reine dans un état de grande et sincère détresse. Anne de Bretagne semble avoir été très affectée par la mort de son mari, ce mari qui lui avait été imposé,
et qu'elle avait fini par aimer sincèrement, à ce qu'il semble. Charles VIII, dernier Valois direct, meurt sans héritier le 7 avril 1498. Son cousin Louis II d'Orléans lui succède sous le nom de Louis XII. Anne de Bretagne prend l'initiative de l'originalité et du gigantisme du tombeau de son époux à Saint-Denis. Elle assume ainsi jusqu'au bout son rôle de femme politique au service de son roi. Dans l'ensemble, on peut dire que sous le règne de Charles VIII, le royaume continue sa convalescence. Et le fait même que le roi ait pu s'absenter longuement du royaume sans soubresaut majeur montre bien la maturité politique atteinte par l'État royal et la stabilité que les Beaujeu et Charles VIII ont su conserver. L'œuvre de Charles VIII reste inachevée. La France est ruinée par le coût démesuré de la guerre d'Italie, mais le rattachement de la précieuse Bretagne est en bonne voie. La Renaissance, dont Charles VIII est sans conteste l'initiateur, va donner un souffle nouveau à la politique et asseoir le formidable rayonnement artistique de la France dans toute l'Europe. Seule la raison d'État compte. C'est le trait principal du caractère obstiné de la duchesse de Bretagne. Conformément au contrat de mariage de 1491, elle va épouser le nouveau roi de France. Et le nouveau roi de France n'est autre que le duc d'Orléans, son ancien allié, qui est devenu le roi Louis XII. Et le duc d'Orléans, c'est un descendant de Charles V, c'est un des petits-fils de Charles V. Donc on reste dans les Valois, c'est toujours dans la même famille, c'est les descendants du roi Charles V. Louis XII s'empresse de faire annuler par le sulfureux pape Alexandre VI, Borgia, son mariage avec Jeanne de France, sous prétexte qu'il n'a pas été consommé. Jeanne a quand même donné son avis. Elle a dit « Je sais bien que je ne suis pas très jolie, mais mon mariage a tout de même été consommé. » En réalité, ces protestations n'ont servi à rien. Anne épouse le roi Louis XII le 8 janvier 1499 et devient reine de France pour la seconde fois. Il épouse donc la duchesse Anne, mais avec des conditions beaucoup plus favorables que dans le premier contrat de mariage. Cette fois-ci, la reine ne s'efface pas derrière son époux, qui est un ancien allié de la guerre folle, et elle négocie habilement les clauses de ce contrat. Elle retrouve son titre de duchesse de Bretagne. Elle retrouve ses droits sur le duché de Bretagne et l'administration du duché. Le couple royal vit à Blois, où Anne va apposer sa marque, un A sculpté et l'hermine, emblème des ducs de Bretagne. La reine est cultivée et apprécie l'art italien. Elle a pratiqué un mécénat assez intéressant, assez important. Je ne pense pas du tout, et ça s'avère en tout cas par rapport à d'autres recherches, qu'elle connaissait le latin, l'hébreu ou les langues européennes de l'époque, comme on a pu le dire quelques fois. Quant à sa personnalité réelle, c'était une femme là aussi peut-être beaucoup plus dure qu'on ne peut l'imaginer, mais par rapport à une morale. C'est une femme très pieuse, elle, par contre, et qui a un gros souci de cette morale et de la condition d'une femme à l'intérieur d'un cercle familial. À 35 ans, Louis XII montre dès le début son désir de réconciliation par ses célèbres mots « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans ». L'histoire retiendra son surnom de père du peuple. Lorsqu'on est assis sur le trône le plus élevé, eh bien, on doit oublier toutes les mesquineries, on ne doit pas se venger de toutes les avanies que l'on a reçues sur le chemin du pouvoir. Louis XII hérite des droits des Valois sur le royaume de Naples et convoite également Milan. Louis XII va reprendre cette politique expansionniste.
ne va pas aller directement à Naples, il va aller à Milan. Milan, c'est plus rapide, il y a moins de problèmes de diplomatie, et puis c'est surtout parce qu'il a des droits, à cause de sa grand-mère, Valentine Visconti. Milan est un duché, gouverné par le célèbre chef de guerre et grand mécène Ludovic Sforza, surnommé le Mort. Ce prince italien qui avait le tort d'être trop riche, trop beau, trop associé à l'image artistique dont rêvaient les princes français, a connu une fin un peu triste dans un château français. Ludovic Sforza meurt en captivité au château de Loches le 27 mai 1508. Si la première tentative de conquête de Milan est un échec, la seconde est une véritable réussite. Gênes se donne aussi, du coup, au roi de France. Qui dit Gênes dit aussi l'île de Corse. Hein. C'est un territoire qui devient de plus en plus important. Louis XII s'allie avec le roi Ferdinand II d'Aragon pour conquérir le royaume de Naples. Le nouveau pape, Jules II, d'abord favorable aux Français, entend consolider son pouvoir sur la péninsule italienne et renforcer l'union fragile des États pontificaux. Il craint de ce fait la puissance grandissante de Louis XII, qui vient d'écraser les Vénitiens à la bataille d'Agnadel le 14 mai 1509. Jules II a très vite montré ses ambitions et a eu peur de plus en plus de cette puissance française. Et donc, en 1509, après la victoire de Louis XII contre les Vénitiens, et qui faisait de Louis XII le prince le plus puissant d'Europe, eh bien, il va créer une ligue, la Sainte Ligue, contre le roi de France et ramener tous les ennemis du roi de France avec lui pour chasser Louis XII d'Italie. À partir de là, les Français vont perdre peu à peu tous les territoires qu'ils avaient conquis. C'est François Ier qui poursuivra l'aventure, soucieux lui aussi de regagner l'héritage de Valentine Visconti. Si Louis XII perd le royaume de Naples au bout de 2 ans, enfin sa partie du royaume de Naples, le duché de Milan et la République de Gênes, il va la conserver pratiquement pendant tout son règne. Et cette domination, pendant près de 15 ans, de ces territoires vont apporter énormément d'argent à la France. Et c'est ce qui va permettre à Louis XII, justement, de pratiquer une politique d'impôts plus modérée en France, et les Italiens payant toutes les guerres. Louis XII est quelqu'un qui a compté dans l'histoire comme un roi modéré, tolérant et en même temps chef de guerre, puisqu'il a eu des expéditions italiennes qui ont plus ou moins rapporté à la France. Michelet va lui dresser un portrait catastrophique, en le traitant de vieux, d'imbécile, de malade, de sénile, de tout complètement gouverné par son entourage, et notamment justement d'Anne de Bretagne, qui serait devenue plus bretonne encore et qui cherchait qu'à détruire la politique du royaume. Et un homme complètement soumis à sa femme, ça c'est très mauvais au 19e. Et l'image de Louis XII va jamais se relever de tout ça.
ça va être repris, puisque les paroles de Michelet sont quelquefois paroles d'évangile pour certains auteurs, et ça va être repris pendant un siècle et demi. Et pendant un siècle et demi, ce sera un roi médiocre, un roi sans aucun intérêt. Et aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, on cherche un peu à retravailler sur ce personnage, et on en découvre toutes les finesses, toute la grandeur, toute l'intelligence. Symbole du souverain modéré encensé par les révolutionnaires, si l'aura de Louis XII, surnommé le père du peuple, a pâli depuis le XIXe siècle, il n'en reste pas moins le roi avisé d'une époque charnière de l'histoire de France. Sous son règne, le rôle des femmes commence à changer. La reine elle-même, tête politique, seconde son époux dans l'exercice du pouvoir. Elle s'entoure de jeunes femmes de bonne naissance qui brillent bientôt par l'éclat de leur intelligence. Leurs maris comprennent alors que les qualités de leurs épouses peuvent leur attribuer davantage de crédit dans la société. Ainsi, l'exemple du couple royal permet-il à l'autre moitié du monde d'accéder à une certaine reconnaissance. La reine sait aussi se montrer impitoyable à l'encontre des proches conseillers de Louis XII. Elle soutient le cardinal d'Amboise contre son ennemi juré, Pierre de Rohan, le maréchal de Gier. Ce dernier est le bras armé du souverain et sa puissance militaire inquiète Anne de Bretagne, qui décide de réagir. Eh bien, une cabale va commencer à se créer et des rumeurs vont circuler comme quoi Gier aurait été susceptible de, si Louis XII décédait, et il était à l'époque malade, eh bien d'interdire à Anne de Bretagne de repartir sur Nantes. C'est une rumeur, rien d'autre, même si cette rumeur va dans l'historiographie après devenir fait et réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, cette rumeur va grossir de plus en plus. Certains vont être choqués. Et Anne de Bretagne, Louise de Savoie et Georges d'Amboise, qui étaient tous intéressés par la régence possible en cas de mort du roi, eh bien, vont s'allier contre le maréchal de Gier. Louis XII va laisser faire. Et un procès en crime de lèse-majesté va être organisé. Gier va perdre ce procès, et même s'il ne sera pas condamné à mort, il sera condamné en tout cas à la prison et à l'exil dans son château. Le résultat, c'est que quelques mois plus tard, Louis XII va faire un nouveau testament, et dans ce testament, Anne de Bretagne aura la régence de France si Louis XII décédait, sans héritier mâle, associé au conseil avec Louise de Savoie et Georges d'Amboise. Malheureusement pour l'ambitieuse Anne de Bretagne, cette manœuvre politique reste vaine, car la reine va mourir avant son époux. On a après, peu à peu, construit toute une image de militante, de bretonne plus que française, de duchesse plus que reine. Et dans la réalité, les faits sont moins prestigieux. C'est une reine de France. Une reine de France n'a aucun pouvoir au Conseil, elle n'y siège pas. Et quant à cette idée qu'on a eue, enfin cette façon qu'on a eue de vouloir absolument intégrer Anne de Bretagne dans le règne de Louis XII, ça a été d'abord par les historiens du XVIIe et XVIIIe siècle afin d'excuser les erreurs de Louis XII, prétendant que ce n'était pas lui qui était responsable, mais sa femme dont il était trop amoureux. Et puis après, au XIXe, parce qu'elle simplement elle était bretonne et par conséquent anti-française, donc elle voulait absolument faire détruire, détruire plutôt tous les projets de son époux. Anne de Bretagne, dont la légende historique a quelque peu gommé les traits pour brosser à outrance le portrait d'une reine plus bretonne que française, n'en reste pas moins un esprit politique brillant. Elle a su marquer la cour de France de son empreinte, permis à l'imprimerie naissante et aux arts de rayonner sur le royaume, secondé efficacement ses époux successifs, partis guerroyer en Italie, tout en luttant pour préserver les libertés de son héritage breton. La reine laisse à la postérité nombre de lettres et une importante bibliothèque. On lui doit également un magnifique ouvrage, Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne, un livre de prières inédit en forme d'herbier, commandité à l'enlumineur Jean Bourdichon. Les 3 siècles qui séparent l'avènement de Louis XII de la Révolution française désignent l'époque moderne. Mais la date butoir de 1492, qui voit la découverte du Nouveau Monde et clôt le Moyen-Âge,
n'a guère de sens pour le royaume de France. L'organisation de la société, ses fondements politiques et administratifs, ses valeurs morales et religieuses trouvent leurs racines dans cette histoire médiévale. La religion demeure le ciment d'une société gouvernée par un monarque de droit divin, devenu l'égal du pape. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514. Elle transmet son héritage breton à sa fille Claude, qui va épouser l'impétueux François Ier. C'est finalement François Ier qui va sceller en 1532, après 6 siècles d'indépendance, le rattachement de la précieuse Bretagne à la France.